bref, ça a été une activité pendant 30 ans qui a été très prolifique. Mais le nombre de translocations, là maintenant, il n'y en a plus, hein, c'est-à-dire on n'a plus trouvé. À un moment, il y en a à peu près 300, et puis c'est 300 dans les hémopathies malignes. Et on s'est aperçu aujourd'hui, en fait, que dans beaucoup de cas où on ne trouvait pas de translocation, ce sont des mutations, souvent de ces mêmes gènes, donc des mutations, en fait, qui avaient les mêmes conséquences, c'est-à-dire qui dérégulaient les gènes, etc., 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 etc. Donc, la cytogénétique a eu, je ne sais pas, 30 ans d'âge d'or, et puis aujourd'hui, c'est réellement les techniques donc, de biologie moléculaire, en particulier le séquençage à haut débit, qui permettent de trouver des assortiments de gènes qui mutés correspondent à tel ou tel type en fait, de leucémie. Et donc, comment ça se passe en pratique dans une leucémie? Eh bien, vous avez une leucémie aiguë. On sait qu'une leucémie aiguë de l'enfant, par exemple, eh bien, c'est soit une 9-22, soit une 12-21, soit une 11-19, soit une hyperdiploïdie, soit... qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, je sais, il y en a peut-être une autre que j'oublie là, et qui va me revenir peut-être. Il y en a peut-être 5. Il y a 5... Dans une leucémie aiguë lymphoblastique B de l'enfant, il y a à peu près 5 types de gènes de fusion. Eh bien, on n'est même pas obligé de faire de la cytogénétique. On les connaît. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des amorces, on fait une rétrotranscription d'ARN, et puis on cherche, en fait, les transcrits de fusion directement par PCR. Ce qui est intéressant parce qu'après, on peut suivre ce qu'on appelle la maladie résiduelle, puisque on fait un traitement, le nombre de transcrits ne va plus être du tout détecté, ou un taux minimal, et puis, par des techniques donc, de RQ, de RT-PCR quantitative, on va peut-être voir le nombre de transcrits qui va commencer à remonter. Et là, on saura que la malade est en train, ou le malade est en train de rechuter. Donc, toutes ces techniques sont extrêmement importantes, non seulement pour la recherche, non seulement pour la caractérisation de la leucémie, mais également pour suivre l'évolution de la maladie et pour adapter le traitement, etc. etc. Vous voyez que c'est quelque chose qui a eu un avantage qui est énorme. Mais je vois que j'ai pris tellement de temps pour vous expliquer ça que le temps passe et qu'il est déjà 10h13. Donc, je vais accélérer parce que tout ça, c'est sympathique, mais là, j'ai voulu simplement vous dire que dans les leucémies myéloïdes chroniques, eh bien, dans les leucémies myéloïdes chroniques, la 9-22, c'était BCR-Abelson. Et ça donnait une maladie chronique. Mais dans certaines leucémies aiguës de l'enfant, il y a aussi la 9-22, qui donne aussi, mais là, pas une maladie chronique, mais une maladie aiguë. Donc on s'est dit, mais pourquoi dans les leucémies myéloïdes chroniques avec 9-22, on a une maladie chronique, et pourquoi dans les leucémies aiguës de l'enfant ou de l'adulte avec 9-22, on a une catastrophe? Il faut greffer parce que sinon la personne meurt en 6 mois. Eh bien en fait, on a découvert que par les techniques modernes de CGH-arrêt, etc., que dans ces cas-là, dans les LAL avec 9-22, il y avait non seulement la 9-22 qui donnait la maladie de la multiplication cellulaire, BCR-Abelson, mais en plus, il y avait l'inactivation d'un gène important qui, lorsqu'il s'exprimait dans le progéniteur, eh bien, permettait au progéniteur de pouvoir maturer. Et là, par CGH-arrêt, on a été capable de montrer que ce gène qui s'appelle Icaros, eh bien, qui était un gène maître de la lymphogénèse B, était inactivé. Donc les deux éléments, un élément de la multiplication et un élément de la différenciation, c'était donc soit mutation, soit petite délétion, donc on ne pouvait pas voir au cariotype, ok, et bien survenaient et faisaient qu'en fait, dans ces patients où il y avait une anomalie, une maladie aiguë, il y avait les deux anomalies, un gène maître de la différenciation qui était coupé et BCR-Abelson qui impliquait donc la multiplication. Donc, anomalie de la multiplication, anomalie de la différenciation, leucémie aiguë avec Philadelphie. Il faut vraiment que j'accélère. Alors aujourd'hui, après 40 ans de génétique des hémopathies malignes, comme je vous disais, 400 remaniements de structures récurrents, plus de 150 gènes impliqués dans les hémopathies malignes, mais il n'y a pas 150 cibles thérapeutiques, puisqu'en fait, il y a de grandes voies, il y a de très grandes voies, ce qui permet d'essayer de restreindre les gènes cibles, mais des fois, c'est extrêmement compliqué.
Alors, il y a la voie des tyrosine kinases, CBCR Abelson. Donc, il y a d'autres tyrosine kinases qu'Abelson. Il y a des facteurs de croissance tyrosine kinase. Donc, retenez qu'il y a cette grande voie, les tyrosine kinases. Le maître, l'exemple, c'est donc Abelson. C'est toujours la même chose. Donc, là, vous avez des tyrosine kinases qui peuvent être des récepteurs. Abelson est une protéine qui se trouve sous-membranaire. Là, c'est pareil. Les récepteurs, normalement, sont obligés de se polymériser pour pouvoir être actifs. Si vous avez une translocation qui fait que ça dimérise automatiquement les récepteurs, vous allez avoir les mêmes conséquences que pour Abelson, donc une activation constitutive. C'est ce que je vous ai mis par ici, et donc on bouge. Vous pouvez avoir également des protéines nucléaires, parce que là, je vous ai parlé de protéines soit membranaires ou cytoplasmiques, mais vous avez l'exemple du gène MLL qui est intéressant. C'est mixte, c'est leucémie mixte. Leucémie, tiens, j'oublie. Myéloïde, ah voilà. C'est une leucémie qui est myéloïde et qui est lymphoblastique. C'est-à-dire on rencontre des leucémies dans les lignées lymphoïdes et dans les lignées myéloblastiques, avec ce gène altéré. Le type, c'est la 411. On ne voit rien du tout, parce que je ne sais pas pourquoi. Enfin, peu importe, c'est une translocation entre un chromosome 4 et un chromosome 11. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un gène tout à fait particulier qui code en fait pour une protéine qui intervient dans qui est un domaine 7 et qui méthyle en fait les histones d'ADN dont je vous ai parlé dernièrement. Je vous rappelle que la chromatine est ouverte ou fermée, que l'ouverture ou la fermeture de la chromatine dépend en fait des modifications post-traductionnelles des queues d'histones. Donc ça, c'est du rappel. OK ? Et que ces modifications post-traductionnelles s'appellent le code des histones et que vous pouvez avoir donc ici donc des méthylations, vous pouvez avoir quoi d'autre encore? Des acétylations, exactement, bref, des phosphorylations, etc., etc. Mais MLL intervient là-dedans. Il va méthyler la lysine 4 de l'histone H3, et non seulement il va la méthyler, mais lorsque la protéine, le locus va être ouvert, il va se fixer sur ce locus ouvert. Donc il va maintenir le locus ouvert, c'est ça MLL. Et donc en fait, MLL, oui d'accord, ok, c'est bon, ok. MLL agit sur un groupe de gènes qu'on appelle les gènes homéotiques, donc on ira vite là-dessus. Ce sont des gènes qui sont importants parce que ce sont des gènes qui sont responsables du fait qu'on ait des bras à ce niveau-là. Ils sont responsables de toute la différenciation du corps sur le sens antéro-postérieur. C'est eux qui régulent le fait que les mouches aient des ailes à tel endroit, des pattes à tel endroit, nous les bras comme ça, les jambes comme ça, etc. Système génique fondamental, je pense que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il est très très important. Mais ce système génique intervient également dans la différenciation de la main. C'est grâce aux gènes homéotiques que nous avons un pouce comme ça et les autres doigts comme ça. Mais il intervient aussi dans la différenciation des cellules hématopoïétiques. Et donc, en fait, dans les précurseurs hématopoïétiques, les gènes homéotiques sont, en particulier OXA9, est extrêmement exprimés, alors que, donc ça c'est les cellules souches, alors que lorsque les cellules se différencient, eh bien, il n'est plus exprimé, ils sont plus exprimés. Et en fait, donc c'est ça. OXA9 est très exprimé dans, ici, les cellules souches. Et puis après, pour que les cellules souches puissent se différencier, il faut une baisse d'expression de OXA9. Et OXA9, en particulier, est sous la dépendance de MLL. C'est lorsque MLL est fixé sur le locus d'OXA9 que la chromatine est ouverte et qu'il est exprimé. Lorsque MLL n'est pas fixé, n'est pas actif, le locus d'OXA9 se referme et il n'est plus fixé. Donc, d'accord, ok, d'accord. Il y a eu un bug là, c'est évident. Lorsqu'on regarde des leucémies avec anomalie d'MLL, on voit ici que par rapport aux autres leucémies, eh bien là, les OX, et en particulier OXA9, est extrêmement élevé. Ce qui veut dire que dans ces leucémies où MLL est remanié, ça veut dire qu'en fait, OXA9 ne redescend pas.
Donc que les cellules ne se différencient pas, elles restent immatures. Et en fait, pourquoi ça se passe? Voici MLL dans une situation normale. Voici le locus OXA9. Il est là, il va méthyler en fait K4, c'est-à-dire la lysine 4 de l'histone H3. Et puis ensuite, pour des raisons un peu plus compliquées, il va disparaître et ce locus va se fermer. OXA9, le locus donc va se fermer. OXA9, l'expression va diminuer et la cellule pourra rentrer en différenciation. Dans les fusions MLL, ici avec un gène qu'on appelle AF10, eh bien, le fait que MLL soit lié à une autre protéine, donc protéine chimérique, cette protéine chimérique va fixer une autre protéine qu'on appelle DOT-L1, qui, elle, va méthyler eh bien, la lysine 79 de l'histone H3. Et dans cette situation, les mécanismes qui font que MLL se retire du locus n'arrivent pas à se mettre en place. Et donc le locus reste ouvert. Et de ce fait, la cellule ne se différencie pas. Donc vous voyez que là, vous avez en fait, on a vu un modèle avec des tyrosine kinases, ici un modèle avec un gène, un facteur, enfin pas un facteur de transcription, en tout cas un facteur nucléaire, là qui intervient dans la conformation de la chromatide. Mais il y en a plusieurs, il y a différents types, peu importe, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer un certain nombre de modèles, comment ceci peut fonctionner. Alors, dans les tumeurs solides, on ira beaucoup plus vite, parce que je crois que l'essentiel, c'est de vous montrer que quel type de mécanisme qui peut exister hein, dans tout ça. Vous avez des sarcomes et des carcinomes. Dans les sarcomes, on va dire c'est des cellules donc un peu mésodermiques, un peu comme donc dans les hémopathies malignes. Eh bien, on a à peu près la même chose, des gènes de fusion. Donc voilà, on va retenir ça. Et si vous prenez le sarcome d'Ewing, dont, comment il s'appelle Bref, c'est un chercheur très connu de Curie. Oh là là, il ne faut pas qu'il m'entende parce que vraiment... bref. Vous avez ici le gène du sarcome d'Ewing, le WSR1, en 22q12, qui est remanié avec plein d'autres gènes. L'idée ici, c'est que vous pouvez avoir un gène. Ça, ce sont des gènes qui sont polygames, comme LMLL d'ailleurs. Hein. Ce sont des gènes polygames qui se remanient avec plein de gènes, mais dont la conséquence, c'est la même. Puisque c'est toujours le même type de mécanisme qui se fait et qui dérégule, en fait, de la même façon. Donc, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les sarcomes, vous avez aussi des gènes de fusion. Dans les carcinomes, c'est un peu différent. Vous pouvez avoir des translocations, mais on rencontre très souvent dans les carcinomes des anomalies de nombre et donc des anomalies d'expression par gain chromosomique. Donc, soit des trisomies, soit des amplifications, et on va voir un certain nombre d'exemples simples. Les amplifications, je vais vous montrer des exemples. Simplement des images. Donc là, évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous interroger là-dessus. Mais par exemple, vous pouvez avoir des amplifications à l'extérieur des chromosomes. Vous avez un locus qui va sortir du chromosome et qui va se dupliquer plusieurs fois, que l'on va retrouver autour de la mitose, mais pas à l'intérieur des chromosomes. Vous pouvez avoir des duplications, une amplification à l'intérieur du chromosome qui va vous donner des séquences, qu'on va dire des séquences qui auront la même coloration. C'est des séquences d'ADN répétées en tandem et qui en fait concernent une seule région. Et c'est un gène qui peut être amplifié une centaine de fois. Et donc son expression va être extrêmement élevée. Donc vous avez ce type d'image. Vous voyez ici, donc des amplifications qui se font. Ou bien, vous voyez les petits points ici, là, ça s'appelle des doubles minutes. C'est en fait des copies de ce gène qui sont amplifiées. C'est des petits chromosomes. Donc, soit c'est à l'extérieur, sur les petits chromosomes, soit c'est à l'intérieur du chromosome que vous avez ça. Voici encore une autre région. Vous voyez ici, ça prend carrément tout le bras d'un chromosome. Ça, c'est un seul gène. Hein? Regardez, ici, vous avez l'image normale. Je ne sais pas si vous la voyez. Ou bien ici, là, en rouge et en jaune. Ça, c'est l'image normale.
Et ici, vous avez, l'image normale est ici, et là, vous avez une amplification où ça prend tout un bras de chromosomes. Et évidemment, le taux de ce gène est extrêmement élevé. Donc là, son taux n'est pas élevé parce qu'il est à côté d'un enhancer. Il est élevé parce que, en fait, il y a un remaniement chromosomique, mais ce remaniement-là fait en sorte qu'il y a une amplification de séquences. Ça, c'est dans les cancers gastriques, les régions qui peuvent être amplifiées. Donc, et ça, c'est spécifique de certains cancers gastriques. Alors, on va finir par une tumeur, donc la qui vient de l'ectoderme, qui est le neuroblastome, tumeur de l'enfant. Donc, c'est la tumeur la plus fréquente extracérébrale donc, chez les enfants. 1 sur 7000 naissances, c'est donc beaucoup. Ça vient de la crête neurale. Et en fait, ce qui est important là-dedans, d'un point de vue génétique, en dehors des aspects que je ne vous dis pas, faut vraiment, il y a vraiment, c'est pas le problème, hein, mais ce qui fait les stades avancés de cette tumeur, c'est une amplification du gène NMYC sur le chromosome 2. Et pour vous donner un exemple, et c'est vraiment terrifiant, hein, comment ces amplifications peuvent être invraisemblables, regardez ça, sur le noyau interphasique, la sonde de MYC est en rouge. Regardez ça. Regardez cette cellule.